Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs pour décortiquer l'actualité du football professionnel et amateur en Nouvelle-Aquitaine. Au programme ce soir une large page consacrée à l'actualité du futsal avec en coupe un derby entre Lormont et Pessac. On aura la chance de vous faire revivre l'événement du week-end, les finales de coupe régionale du côté de Maran en Charente-Maritime, le tout avec Théo Rodriguez. Il y aura évidemment l'actualité des championnats féminins et masculins avec les résultats et les classements pour terminer cette année 2023. Et puis deux invités avec nous, deux invités qui brillent actuellement. Tout d'abord le coprésident et directeur sportif des Croisés de Bayonne, Lionel Cabot. On parlera évidemment de l'anniversaire du club, les 110 ans en 2023 et le parcours des jeunes en Gambardella. Et puis on aura avec nous Vincent Epelva qui est le directeur sportif du FC Biganos, club leader de sa poule en Régional 1. Bref, gros programme ce soir, on va se régaler à LFNA TV numéro 121. C'est parti. On casse un peu les habitudes dans cette émission puisqu'on débute avec une large page consacrée au futsal. Jeudi, il y avait un match du troisième tour de la Coupe nationale de futsal entre le FC Lormont et le club du FC Pessac. Un derby entre le FC LG3 et le FC Pessac qui se passait donc, je vous l'ai dit, à Lormont. Un match qui a tenu toutes ses promesses et qui vous est résumé par notre correspondant en Gironde, Rémi Penet. Les joueurs de Pessac se déplacent chez leurs voisins de Lormont pour le compte du troisième tour de Coupe de France. Pessac, qui évolue cette année en Régional 1, veut faire respecter la hiérarchie dans cette rencontre. Mais Lormont espère bien conserver son invincibilité cette saison, d'autant plus dans sa salle et devant son public. Ils espèrent frapper un grand coup et s'offrir l'équipe qui évoluait l'année dernière en Ligue 2. Mais ce sont bien les visiteurs qui vont se mettre en avant en premier, avec une passe d'Hakim El Abdou Saïd pour son capitaine Zinedine Benhaman, qui après un crochet va décocher une frappe qui va venir se loger dans la lucarne de Lormont. 1-0 pour les visiteurs. Les joueurs de Pessac n'en restent pas là et après une mauvaise relance des locaux, c'est Nassim Ousseni qui traîne dans la surface et vient donner 2 buts d'avance à son équipe. L'avance va même très vite monter à 3-0 après un bon travail du capitaine Zinedine Benhaman qui va venir s'offrir un doublé. C'est le moment que choisissent les joueurs de Lormont pour réagir. Sidali Ben Moussa réalise une percée dans le camp adverse et inscrit le premier but des locaux. Lormont est alors lancé. Et après un bon travail sur le côté droit, c'est Joris Emradami qui va permettre aux locaux de revenir à un but d'écart. Lormont pousse et sur une récupération de balle haute, Nassim Ousseni va inscrire un doublé et redonner 2 buts d'avance à son équipe. Juste avant la mi-temps, Sidali Ben Moussa trouve Shakib Arachi pour le beau geste qui va permettre à son équipe de revenir à -1 à la pause. Et ce sont les joueurs de Lormont qui vont donner le coup d'envoi du deuxième acte de ce match. Ce sont également eux qui vont ouvrir le compteur but de cette deuxième mi-temps. Après une mauvaise relance d'El Fayed Abdou Saïd, Mehdi El Falaki ramène les deux équipes à hauteur. Mais Pessac reprend rapidement les devants grâce à Faïd Bouhous. On est alors à 5-4 pour les visiteurs. Et bientôt même à 6-4 avec une récupération d'El Hakim Abdou Saïd qui conclut son action. Mais les joueurs de Lormont ne lâchent décidément rien et parviennent une nouvelle fois à réduire le score avec une frappe lointaine de Shakib Arachi. On pose alors un temps mort côté Lormont pour essayer de tout donner sur ces derniers instants du match. Mais cela ne suffira pas. L'arbitre siffle la fin du match et Pessac s'impose dans ce troisième tour de Coupe de France 6-5. Après un match accroché, Lormont rend les armes pour la première fois de la saison. On est mal rentré. Les 10 premières minutes, on n'était pas dedans. On a mangé des buts trop rapides. Et après, petit à petit, on commence à se réveiller. On a changé un peu. On a parlé un peu au coach, il a changé un peu l'effectif.
On a accéléré, on a vu qu'on pouvait gagner et c'était pas le cas. On n'a pas démérité parce qu'à bout de 3-0, on a quand même essayé de revenir au score et on est revenu au score. Donc ça prouve que mentalement, on était orgueilleux. Après, voilà, c'est une équipe qui descend de Ligue 2. Nous, on vient de créer le club. Le club, il a 4 mois. Des joueurs jeunes. Je suis content d'eux, je suis fier d'eux parce que un but d'écart. De toute façon, vous avez senti, vous avez le suspense, c'est resté jusqu'à la fin du match. Donc voilà, après ça se joue à quelques détails, vous avez bien vu, on a des occasions autant que eux. Ça s'est joué à l'expérience. Les gars, rentrez. On peut désormais fêter la victoire du côté de Pessac après un match accroché. Franchement, je suis surpris du niveau d'en face. Ils avaient envie, il y avait du niveau, ça jouait. Mon équipe a su répondre, c'est ça qui m'a plu. Malgré le résultat 6-5 qui ne nous a pas déplu, je pense qu'on aurait pu mener plus que ça. Mais ce qu'on retient, c'est la victoire, hein. C'est l'essentiel. En coupe, on espère aller le plus loin possible. On espère de jouer des plus grosses équipes. Parce que tous les ans, quand on fait la Coupe de France, on tombe en Ligue 1. Depuis qu'on fait du futsal, généralement en 16e ou en 8e, on tombe souvent en Ligue 1. Donc du coup, on essaie d'aller au moins... on essaie de faire la Coupe de France pour jouer contre les meilleurs. Avant d'affronter une potentielle Ligue 1, l'équipe de Pessac devra se frotter à la Bastidienne au prochain tour. Voilà. Samba, il le sait, il a les messages. Preuve à l'appui. Pessac s'est donc qualifié, vous l'avez vu, pour le tour suivant, à savoir les finales régionales de la Coupe nationale de futsal, des finales qui avaient lieu ce week-end du côté de Maran, dans la cité de Charente-Maritime située au nord de La Rochelle, un événement auquel finalement Pessac n'a pas participé, un événement qui a tout de même réuni du monde et qui était organisé en collaboration avec le club du FC Nord 17. C'est notre envoyé spécial Théo Rodriguez qui est allé sur place dans la cité des poules et des œufs. Théo Rodriguez donc pour ce reportage du côté de Maran. Journée totale futsal ce samedi au gymnase intercommunal Onis Atlantique de Maran, où se sont déroulées les phases finales régionales de la Coupe nationale de futsal. Un déroulement bien précis que détaille Robert Curida, le président de la commission futsal de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Alors à Maran, aujourd'hui, nous avons la finale régionale de la Coupe nationale de futsal. C'est-à-dire que les gagnants de la journée seront qualifiés pour disputer les 32e de finale au niveau national. Le déroulé exact de la journée, vu que nous avons le premier match qui a été annulé pour cause de forfait, le déroulé, il y aura le tournoi de jeunes U14, U15 qui se déroule actuellement, où il y aura en début d'après-midi toutes les finales de ce tournoi de jeunes. Ensuite, ils auront droit à des récompenses. Et ensuite, le premier match de qualificatif opposera le Girondin Futsal au club de Thouars. Donc le gagnant sera qualifié pour être en deuxième. Et ensuite, à 18h, se déroulera le match entre Aulnay et le club de Tis. C'était important parce que la Ligue souhaite justement décentraliser, avoir un petit peu, être dans toute la Ligue des Nouvelles-Aquitaine pour promouvoir le futsal. Et là, nous sommes dans la région, on va dire, entre guillemets, nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est très bien parce qu'on veut montrer ce qu'est le futsal à un maximum d'équipes, un maximum de clubs. C'est-à-dire que je ne conçois pas et nous ne concevons pas une finale, sèche, qu'une finale senior. Ça aurait été possible de faire ça, mais nous associons toujours des jeunes, ou si c'est possible, mais là ça n'a pas été possible, des jeunes filles dans l'organisation. Parce que justement, on veut montrer que le futsal n'est pas qu'un club de seniors, de garçons seniors, et qu'il y a plein de jeunes qui veulent aujourd'hui jouer au futsal. Vous l'avez compris, les U14 ont entamé la journée avec un tournoi organisé en collaboration avec le FC Nord 17. La matinée était consacrée aux phases de poule où 6 équipes ont tenté de se qualifier pour les phases finales. Elles étaient séparées en 2 poules. La poule Mbappé composée du FC Nord 17, de l'US Aigrefeuille et du FC Rété. Une seconde poule nommée Giroud, composée de Châtelaillon, des Sables d'Olonne et de Caponis à SPTT.
Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales étaient donc Châtelaillon, les Sables d'Olonne, le FC Nord 17 et l'US Aigrefeuille, à l'issue desquelles Châtelaillon et les Sables d'Olonne se sont qualifiés pour la finale. Les Sables d'Olonne remportent donc le tournoi U14 après une finale maîtrisée du début jusqu'à la fin. Une journée symbolisée d'un véritable succès, assure avec fierté Vincent Baluet, le vice-président du FC Nord 17, on l'écoute. Déjà, avant tout de faire le bilan, je tiens à remercier tous mes bénévoles parce qu'aujourd'hui, sans bénévoles, le football et les clubs de foot n'existeraient pas. Cet événement a mis en valeur le futsal, le foot en général, la convivialité, la rigueur et la compétition qu'on demande à tous nos enfants et à tous nos pratiquants de football. Recevoir un tel événement à Maran, c'est très plaisant pour nous parce qu'aujourd'hui on a monté notre section futsal en Charente-Maritime. Le futsal est un sport qui est très précurseur sur la France. Aujourd'hui on va essayer de recevoir la Coupe d'Europe futsal. On s'est qualifié, l'équipe de France s'est qualifiée pour la coupe du Monde. Mais avant tout, sur notre territoire, recevoir un tel événement, c'est très important. Le FC Nord remercie la Ligue de nous avoir fait confiance, ainsi que le district pour la marque de confiance à notre club. Le tournoi jeune désormais terminé, place au final régional de la Coupe nationale de futsal. Après le forfait de Pessac, la Bastidienne Futsal est le premier club néo-aquitain qualifié. Le premier match de cette journée opposera donc les Girondins Futsal au club de Thouars. Un format assez particulier pour ces phases qualificatives puisque les rencontres se jouaient en demi-temps de 20 minutes de temps effectif. Session pour les Thouarçais en ce début de rencontre, mais le portier girondin enchaîne les belles parades. Les Girondins qui vont réagir, mais El Mnaour oublie son coéquipier à gauche et va buter sur le portier thouarçais. Ça combine bien entre les joueurs de Thouars, Camara qui retrouve Duré, mais encore une fois, but sur le portier. Il pousse les joueurs de Thouars devant l'entrée de la surface pour Camara, mais qui rate sa talonnade. Corner pour Thouars, Camara qui est une nouvelle fois retrouvé pour une talonnade. Et cette fois-ci, ça finit au fond des filets. Thouars ouvre le score dans ce match. Récupération de balle pour les Thouarçais pour Camara qui frappe, mais Da Silva laisse traîner son pied. Ils enchaînent les situations dangereuses, les Thouarçais, pour Ndiaye. Mais encore une fois, but sur Da Silva. Gourceau est lancé dans la profondeur. Il s'avance et frappe du droit, mais rate le cadre. Giropo est retrouvé côté droit. Et là, un 2 contre 1 décolle pour son coéquipier Eyo, qui n'a plus qu'à finir. Réduction de la marque. Touche pour les Girondins. Giropo qui est retrouvé et frappe du droit. Ça termine au fond des filets. 2-1 pour les Girondins. La réaction ne se fait pas attendre. Cheng frappe du rond central, c'est contré. Et derrière, Ndiaye qui reprend ce ballon et envoie un missile en lucarne, 2-2. Fin de la première mi-temps, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur le score de 2 partout. Retour des vestiaires, Duré est retrouvé côté droit et temporise et frappe du droit. Mais Da Silva fait une belle manchette. Camara côté gauche qui frappe mais trouve la transversale. Cafouillage dans la défense, girondine, le ballon qui traîne dans la surface. Ça profite à Camara qui frappe et touche le montant, mais Duré derrière la reprend. Et il envoie au fond des filets. Thouars prend l'avantage dans ce match. Duré une nouvelle fois qui reçoit ce ballon. Il s'avance et frappe, mais ça frôle le montant. Ndiaye part en solitaire, il s'avance, crochette le premier défenseur et frappe. Mais Da Silva sort ce ballon. Touche pour les Thouarçais, ce ballon qui est envoyé dans la surface. Mauvaise anticipation du portier girondin. Ça profite à Camara qui n'a plus qu'à finir.
Ça fait 4-2. Ndiaye côté gauche qui change d'aile pour Camara, qui la remet en retrait à Duré et frappe. Ça finit encore une fois au fond des filets. Touar prend le large, 5-2. Bonne lecture de jeu de Duré qui récupère ce ballon, il s'avance et frappe du droit, mais Da Silva la repousse, ça retombe dans les pieds de Chieng qui peut se retourner et frapper, mais ça passe au-dessus. Ndiaye qui anticipe bien cette passe, il a un boulevard devant lui, crochette le portier, fini du droit. Ça fait 6-2. Coup de sifflet final, les Touarçais s'imposent sur le score de 6-2 face aux Girondins Futsal. C'est donc la deuxième équipe néo-aquitaine à se qualifier pour les 32e de finale. Joshua Duré, le capitaine de cette équipe touarçaise, ne peut être que fier de ses coéquipiers, on l'écoute. C'est incroyable ce qu'on vit, là, la Coupe de France, c'est une étape qu'on n'avait pas encore réussi à aller aussi loin. Donc je félicite mes coéquipiers avant moi, avant tout le monde. Même toutes les personnes qui sont venues, là on était une vingtaine de supporters et on espère recevoir à la maison une belle affiche. La première mi-temps, on rentre très très bien dans notre match, plus que notre adversaire je pense. Par contre on a manqué d'efficacité offensive, heureusement on a eu beaucoup d'efficacité défensive. Malgré tout on voit l'écart de niveau entre les deux équipes parce qu'ils ont été très efficaces offensivement contrairement à nous. Leurs gardiens les laissent dedans. Donc on arrive malgré tout à revenir, je pense qu'il fait la diff c'est revenir à 2-2 avant la mi-temps et à la fin on a tout remis en place à la mi-temps et on a eu plus de réussite en deuxième. Deuxième rencontre de ces phases finales régionales, la Géolnésienne était opposée au TIS FC pour conclure cette journée de futsal. 2 divisions séparent ces deux clubs et en coupe tout est possible et ça, les joueurs le savent très bien. Les acteurs sont prêts, l'arbitre va pouvoir donner le coup d'envoi de cette rencontre. Dumé reçoit ce ballon dans l'axe, il crochette le premier défenseur et prend sa chance du droit. Ça finit au fond des filets, TIS ouvre le score très tôt dans ce match. Les Onlésiens vont tenter de réagir, Bellé côté droit, frappe du droit, mais Cornu fait un bel arrêt. Dumé est lancé une nouvelle fois, il décale Joubert, ça lui retombe dans les pieds, mais Belé sauve les siens. TIS part en compte, Guéret voit le portier, Onlésien avancé, il tente le lob, ça finit au fond des filets, TIS mène 2-0 dans ce match. TIS récupère le ballon, Michaud s'avance côté gauche, il frappe du gauche. Ça retombe dans les pieds de Forger qui frappe à son tour, mais encore une fois, but sur Barthaud. Sur le corner, Michaud retrouve Clémentier, frappe premier poteau. Il nettoie la lucarne et ouvre son compteur lui aussi dans ce match. TIS mène 3-0. Les Onlésiens vont tenter de réagir 1-2 entre Diop et Jicayo pour la frappe qui trompe la vigilance de Cornu. Aulnay réduit la marque dans ce match. Fin de la première période, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, TIS mène 3-1. Au retour des vestiaires, Perruchon décale Bellé, côté gauche qui frappe ce ballon et trouve la lucarne opposée. Aulnay recolle à 3-2. Il pousse les Aulnésiens pour égaliser. Perruchon côté droit retrouve Diop qui décale à son tour Diop et frappe. Ça finit au fond des filets, 3 partout. Belé dans l'axe retrouve Santa Agueda côté gauche qui enroule de son pied gauche et trouve la transversale. Santa Agueda lance Diop dans la profondeur pour un face-à-face avec Cornu. Il gagne son duel et permet à Aulnay de prendre l'avantage dans ce match, 4-3. Perruchon pour Nagy côté droit qui centre au second poteau pour Hérault qui n'a plus qu'à finir dans les cages vides. Aulnay mène de 2 buts. Touche pour Aulnay 1-2 entre Jicayo et Diop qui se trouve dans une position excentrée mais parvient tout de même à trouver le chemin défilé avec l'aide du poteau. Aulnay mène 6-3. Ario lance Zog côté gauche pour essayer de garder espoir. Il trompe la vigilance de Serrier et TIS recolle à 6-4. La réaction de l'Onlésienne ne se fait pas attendre. Belé fixe Cornu pour décaler Diop. Il n'a plus qu'à la pousser au fond, 7-4. Ario gagne son duel côté gauche face à Santa Agueda. Il frappe du gauche mais trouve Perret sur sa trajectoire. Ça retombe dans les pieds de Dumé qui n'a plus qu'à finir, 7-5.
Une entre Zok et Ario pour la frappe du droit. Ça finit au fond des filets. Match complètement fou. Tis n'est plus qu'à un but d'égaliser. Ario prend ses responsabilités en solitaire et crochette héros et frappe du gauche. Ça finit au fond des filets. Il ne restait que quelques secondes dans ce match. Et Tis recolle à 7 partout. Il faudra donc se départager aux prolongations entre ces deux formations au terme d'une rencontre à 14 buts. Zok temporise face à Santa Agueda, il frappe du droit, mais trouve le montant. Perruchon trouve Diop dans l'axe pour Santa Agueda qui n'a plus qu'à la pousser au fond. 8-7, Aulnay prend l'avantage dans ses prolongations. Mi-temps de cette prolongation, à la pause, Aulnay mène d'un but. Coup franc direct pour Tis, Zog à la baguette, il trompe le portier, 8-8. Belay à son tour pour un coup franc direct, 9-8. Aulnay reprend l'avantage dans ce match. Ario transforme à son tour un coup franc direct à quelques secondes de la fin de ce match. 9 partout, on se dirige tout droit vers une séance de pénalty. Fin de ces prolongations, il faudra donc une séance de tir au but pour départager ces deux formations. Ario est le premier tireur de cette séance. 1-0. Belay pour la réponse. 1 partout. Clémenti désormais, ça passe. Héros pour égaliser. 2 partout. Forger pour reprendre l'avantage. C'est arrêté par Serrier. Diop face à Cornu. Ça passe. Zok n'a pas le droit à l'erreur. C'est au fond. Diop à son tour. C'est arrêté par Cornu. Autour des portiers de s'illustrer, Cornu premièrement. Ça passe. Serrier en second. Ça passe également. Michaud pour la mort subite. C'est au fond petit filet. Jicayo pour la réponse. Ça passe. Joubert désormais. Il bute sur Serrier. La victoire au bout du pied du capitaine Santa Agueda. Il ne tremble pas. Aulnay se qualifie pour les 32e de finale de cette Coupe nationale de futsal. Ils rejoignent donc la Bastidienne et Thouars pour les clubs néo-aquitains. Un match que les joueurs de Tis ne sont pas prêts d'oublier, assure Charlie Clémenti, joueur de l'équipe de Tis FC. Un match incroyable. Je pense qu'on s'est montré à la hauteur. Nous, on voulait prendre du plaisir et s'amuser. Et je pense que ça a été le cas. Vu les circonstances du match, de gagner les 3 à la mi-temps. Après, on se fait reprendre. Je sais plus, il y a un écart après de 2-3 buts en deuxième. On remonte encore. Là, la prolongation, pareil. C'est la course contre une équipe qui est à 2 niveaux au-dessus de nous. Donc, pour nous, c'est incroyable. Je pense qu'on a été au niveau et l'équipe a répondu présent. Donc, la dose de plaisir était là. Nous, c'est ce qui comptait. Franchement, on s'est éclaté. C'est un merveilleux souvenir. C'était incroyable. Un grand bravo aux équipes qui ont brillé du côté de Maran et un grand bravo également à l'équipe de France. On en profite pour saluer la performance exceptionnelle des Bleus puisque l'équipe de France de futsal s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une Coupe du Monde. Ce sera en 2024 et ce sera en Ouzbékistan. Évidemment, on sera à fond derrière l'équipe de France. Puisqu'on parle de la Coupe, un mot de Gambardella avec le dernier match du premier tour fédéral qui avait lieu ce week-end. Un match qui opposait Gatti Foot au FC Trélissac. Victoire de Trélissac 4-0 sur le terrain de Gatti Foot. Une équipe donc de Trélissac qualifiée pour le prochain tour, pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella. Le tirage au sort avait lieu jeudi. On vous rappelle les affiches donc avec les Croisés de Bayonne qui joueront le tenant du titre, l'AS Monaco. Trélissac qui défiera l'en avant Guingamp. Le FC Lorient qui jouera face aux Girondins de Bordeaux.
et le groupement jeune Linar Nérac Fléac qui jouera du côté de Blois Foot 41. Vous l'avez vu, le gros tirage, il est pour les Croisés de Bayonne, le club basque qui va tout simplement défier le tenant du titre, une équipe de l'AS Monaco qui avait gagné l'année dernière face à Clermont Foot et qui compte dans ses rangs l'international français Johan Tincrez que l'on compare déjà à Kylian Mbappé. Ça va être compliqué pour les Croisés de Bayonne, mais le coprésident et directeur sportif du club Lionel Cabot y croit. Il répond aux questions de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Lionel Cabot, coprésident et directeur sportif des Croisés de Bayonne. Bonsoir Lionel. Bonsoir Flavien. Merci beaucoup d'être au micro d'LFNA TV. Je le disais, donc plusieurs actualités pour les Croisés de Bayonne, notamment ce 110e anniversaire cette année. Vous l'avez fêté cet été au mois d'août. Qu'est-ce que ça fait de souffler pour la 110e fois les bougies des Croisés de Bayonne? Ah ben c'est un héritage qu'on essaie de perpétuer. On a fait la fête cet été. Ça permet d'avoir une certaine cohésion avec les anciennes générations. On a regroupé à peu près 300 personnes qui sont venues sur un banquet. Donc voilà, ça permet de voir des têtes qu'on n'a pas vues depuis un petit moment et de renouer du lien au travers des Croisés de Bayonne. Qu'est-ce que ça représente, puisqu'aujourd'hui, il faut assurer la pérennité des clubs, de la vie associative. Ce n'est pas facile tous les jours. Ça fait 110 ans que les Croisés de Bayonne existent. C'est quand même assez exceptionnel. Oui. Bon, après, comme tout, on rencontre un peu les mêmes difficultés dans tous les clubs. Hein. Le bénévolat, on va dire que c'est en voie de disparition. On va appeler ça comme ça. Et donc du coup c'est très difficile de trouver des gens qui puissent donner de leur temps et s'investir autant que le font des bénévoles. Et puis voilà, chez nous c'est une valeur qui est très importante au sein du club et qu'on arrive à perpétuer, à pérenniser au fil des années. Et c'est de plus en plus difficile, mais on y arrive encore. Lionel Cabot, donc directeur sportif et coprésident des Croisés de Bayonne, avec nous sur LFNA TV ce soir. Lionel, il y a quelques mois, on a fait un reportage pour LFNA TV sur les Croisés de Bayonne et notamment on avait évoqué un partenariat avec le club espagnol de la Real Sociedad. On est dans l'actualité puisque ce midi, la Real Sociedad a pris le Paris Saint-Germain en 8e de finale de cette édition de la Ligue des Champions. Qu'en est-il aujourd'hui du partenariat? Est-ce qu'il y aura des évolutions à l'avenir? Alors, cela fait maintenant 10 ans que nous sommes en partenariat avec le club de la Real Sociedad de San Sébastien. Ça se traduit par l'intervention au sein du club de techniciens espagnols basques, qui viennent effectuer des séances. Voilà, après, c'est donnant-donnant aussi, hein, c'est de la détection des joueurs, mais nous, ça nous intéresse. En premier lieu, c'était la pédagogie qui était vraiment intéressante et qui collait par rapport à ce que nous, on voulait faire par rapport à notre projet sportif. Et puis bon, voilà, on a eu de la chance il y a 2 ans de 2 joueurs qui ont signé des contrats à la Real Sociedad. Donc c'est bien aussi, c'est bien pour nos jeunes et puis c'est bien pour le club. Ça met en valeur la formation au sein du club. Oui, ça met un coup de projecteur forcément et puis ça peut attirer à la venue de jeunes joueurs bien évidemment. On va parler désormais un peu de sportifs. Vous êtes sur les terrains la plupart du temps, quasiment tous les week-ends. Vous regardez un peu ce que font vos équipes et notamment l'équipe première, les seniors qui sont dans la poule C régionale 1 avec notamment Biganos qui est leader de cette poule. En deuxième, on a le Bassin d'Arcachon et troisième, les Croisés de Bayonne, 17 points, que 3 points de retard seulement sur la première place. Quel bilan vous faites à la première sur cette moitié de saison pour le moment? Alors, pour nous, le bilan, il est plus que correct, même si je pense qu'on a perdu 2-3 points un peu bêtement. Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est une poule très relevée, avec beaucoup d'équipes qui ont vocation à évoluer l'an prochain en National 3 ou qui ont des objectifs élevés. Pour nous, notre début de saison, il est correct, c'est ce que je disais. Et puis, notre optique, nous, c'est le maintien. Tu l'as dit, c'est une poule où il va y avoir 5-6 descentes avec la refonte des championnats. Et nous, c'est important qu'on se maintienne là.
C'est un groupe jeune, c'est un groupe très jeune, avec beaucoup de joueurs issus du club, issus de la formation des catégories de jeunes du club. Donc voilà, pour l'instant, ça fonctionne bien. Après, dans un championnat ultra concurrentiel, voilà, il faut pas se relâcher. C'était un petit changement pour nous puisque les entraîneurs l'an dernier, qui étaient issus du club depuis tout petit, Jérôme Bizota et Bruno Mercadier, ont passé la main. On a voulu insuffler. On a pris un entraîneur extérieur, voilà, qui est Maxime Cazenave, qui a su épouser ce que sont les valeurs, ce que sont les Crolles de Bayonne, épouser vraiment les valeurs du club. Et voilà, on peut s'apercevoir même au-delà des résultats qui sont très corrects, que le contenu y est, la qualité de jeu. Donc du coup, on est très très content de ce qui se passe actuellement, d'autant plus que ça met en valeur, comme je le rappelais tout à l'heure, la formation du club, puisque bon nombre de joueurs du groupe sont issus des catégories de jeunes du club qui évoluent actuellement tout au plus haut niveau régional. Et voilà, nous, notre objectif, c'est promouvoir des jeunes sur notre équipe première. Ça le fait pour l'instant, mais bon, le travail, il est continué. Est-ce que vous vous attendiez aujourd'hui, en ce lundi 18 décembre, à évoluer à cette 3e place de cette poule C, si votre objectif était le maintien? Vous êtes en avance par rapport au calendrier fixé, peut-être? Ouais, on est un petit peu en avance. Après, c'est trompeur parce qu'il y a beaucoup de matchs en retard. Et Notamment Villeneuve, voilà. qui a fait un beau parcours en Coupe de France. Exactement. Larine Lusien, plus proche de chez nous, qui a 3 matchs encore de retard. Bon, voilà. Quand le classement sera mis à jour, on y verra un petit peu plus clair, mais il vaut mieux qu'on se trouve là où on est actuellement que plus bas, quoi. Surtout avec 6 descentes à la fin de la saison. Vous parliez des jeunes et justement de la formation au Croisé de Bayonne. Elle est importante, elle est au centre de la vie associative, de la vie du club. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne bien, notamment du côté des jeunes 18 ans qui se sont qualifiés pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella. Ils joueront l'AS Monaco, c'est un gros morceau. L'AS Monaco qui a gagné la Coupe Gambardella l'année dernière. Les Croisés de Bayonne se sont qualifiés face à Coulommiers au tour précédent. C'est un exploit, c'est historique, c'est magnifique. Racontez-nous un petit peu l'ambiance qu'il y avait après cette qualification face à Coulommiers. Alors, c'est la 2e fois qu'on atteint les 32e de finale de la Coupe Gambardella. On avait déjà atteint les 32e de finale, ça remonte, hein, c'était avec la génération des joueurs 76-77 en 1996. Voilà. On avait joué Aurillac en 32e de finale, où on avait perdu. Maintenant, là, on rencontre, je dirais, on ne peut pas rêver meilleur tirage. C'est un tirage qui nous a fait rêver. On prend l'AS Monaco, comme tu le dis, tenant du titre. On ne va pas rappeler club formateur de qui actuellement est l'un des meilleurs joueurs au monde français, donc Kylian Mbappé. Et puis, si on remonte un petit peu sur d'autres générations, les Thierry Henry, les David Trezeguet, donc pour nous, c'est pour les garçons surtout, et pour les coachs que sont Marc Lemoel, Christian Larsabal et Louis, c'est inespéré, quoi. C'est inespéré, mais c'est le fruit de leur travail aussi. Ils se sont donné les moyens d'arriver là et ils ont été récompensés, et de quelle manière. Et aujourd'hui, l'équipe jeune donc des Croisés de Bayonne jouera le dimanche 14 janvier face à l'AS Monaco. Comment ça se prépare? Les jeunes là sont... Alors bien sûr, il y aura les fêtes, mais ils sont déjà dans la préparation de ce match. On sent que les dirigeants pensent à cette rencontre. Bon, alors, tu te doutes bien que les réseaux sociaux ont fonctionné à plein depuis jeudi 12h30. Nous, de notre côté, on va faire en sorte que ce soit inoubliable. C'est déjà inoubliable pour les enfants, pour les joueurs qui vont participer, mais on va faire en sorte que ce soit une belle fête du football et que ce soit inoubliable pour tous les composants du club, que ce soit les joueurs, les joueuses, les dirigeants. Et bon, effectivement, on est en train de préparer ça au mieux pour recevoir dans les meilleures conditions possibles l'AS Monaco, parce qu'on se doute qu'il va y avoir du monde. Voilà, contre Coulommiers, il y avait 400 personnes au stade, sur notre petit stade de la Floride, et c'était plein, avec une ambiance magnifique. Il y a des photos qui sont sorties. Bon, c'était super sympa à vivre. Pour les joueurs, je pense, qui sont sur le terrain, parce qu'ils sentent qu'ils ont le public derrière. C'est rare pour eux. En 18h, on a rarement du public comme ça, cette ambiance-là. On va pas trop parler de fumigène et tout, mais bon, c'était une ambiance vraiment bon enfant.
voilà, ça s'est très très bien passé et on va essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour sportivement préparer cette réception de l'AS Monaco. Mais ça, c'est les coachs qui vont s'y préparer, qui vont préparer les enfants de la meilleure des manières. Et puis après, nous, de notre côté, on va faire en sorte que ce soit une belle fête du football pour ce 14 janvier. En tout cas, on surveillera ça de près. Donc le dimanche 14 janvier, les Croisés de Bayonne face à l'AS Monaco en Coupe Gambardella pour ses 32e de finale. On espère forcément l'exploit. Tout le monde sera derrière les Croisés de Bayonne. En tout cas, ça sera une très belle fête. Je reviens aux jeunes ici aux Croisés de Bayonne. Aujourd'hui, quand on interviewe la plupart des dirigeants, aujourd'hui, c'est vraiment ça le futur pour assurer la vie associative d'un club. Ça passe par la formation. On doit mettre tout au centre pour la formation, justement, selon vous? Alors nous, oui, on a des voisins qui sont l'aviron bayonnais, pour pas les citer, les Jeunets qui ont des projets sportifs très forts avec la volonté d'évoluer à un niveau supérieur. Et nous, au vu de nos moyens, pour nous, ça s'est imposé pour nous de former des joueurs et pour les amener au plus haut niveau régional actuellement sur l'équipe première avec des qualités requises pour ce niveau-là. Quand on entend certains commentaires, les Croisés, c'est un peu une anomalie. Alors pour nous, c'est tout sauf une anomalie parce que la façon dont elle est structurée, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui, avec nos moyens, aimeraient structurer de la même façon, que ce soit au niveau médical, vidéo, sur les axes de travail par catégorie. Franchement, on fait du très bon boulot et là-dessus, on avait investi sur un salarié il y a maintenant 6 ans, Marc Lemouette, qui est aussi entraîneur des 18h1, donc, en l'occurrence, et qui gère ce projet sportif au quotidien. Et on en tire les fruits maintenant avec des 18h1 qui sont au tableau dans leur championnat, qui font un super parcours en gambarde, des 17h1 qui sont premiers, des 15h1 qui sont en haut de tableau. Donc voilà. Donc pour nous, on est obligé d'en passer par là pour pouvoir exister au niveau senior après. Lionel Cabot, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les Croisés de Bayonne pour cette année 2024 qui arrive? Beaucoup de belles choses. On n'en est pas encore aux vœux, même si on est en fin d'année, mais bon, on n'est pas en début d'année, mais pour souhaiter les vœux. Mais je pense que oui, le maintien de l'équipe première, et puis voilà. Qu'espérer d'un match contre Monaco? La logique, ça serait, si on perd, on ne va pas se crier au scandale, mais bon. Par contre, on n'a aucune pression là-dessus. Et voilà. Puis la logique en football, on sait que c'est pas toujours respecté, notamment en coupe. Donc voilà. Passer une superbe journée pour le public. Et puis voilà, si on peut les titiller, on le fera jusqu'au bout. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup Lionel Cabot d'avoir été avec nous. Je le rappelle, directeur sportif et coprésident des Croisés de Bayonne. Merci à vous, très bonne soirée. Merci à toi Flavien, bonne soirée. Après cette large page consacrée au futsal et à la coupe, l'actualité des championnats de foot à 11 maintenant, égale entrée oblige. Comme d'habitude, on débute avec l'actualité du foot féminin. Vous le voyez en D1 Arkema, lourde défaite des Girondins de Bordeaux lors de la 11e journée. Les Bordelaises qui s'inclinent à domicile face à Saint-Étienne 4-1 et qui terminent donc l'année 2023 à la place de lanterne rouge du classement. En 3e division, là aussi, malheureusement, la série négative se poursuit pour le FCE Mérignac-Arlac qui s'est incliné 3-0 sur la pelouse de Longuevic. Le FCE, dernier du classement avec 0 victoire en 9 matchs et qui a décidé de nommer une nouvelle coach. Margot Aimé débarque pour succéder à Karim Saka après avoir coaché les U18 du club la saison dernière. L'actualité du foot masculin maintenant avec tout d'abord la Ligue 2 BKT. On jouait ce week-end la 18e journée avec le choc historique entre Bordeaux et Saint-Étienne qui a accouché d'un triste 0-0 tandis que Pau a ramené un bon nul de Laval, un but partout. La dernière de l'année aura lieu demain soir avec la 19e journée. Déplacement à Dunkerque pour les Girondins de Bordeaux tandis que Pau jouera au Noustecamp face à Troyes. En national, on jouait la 16e journée de championnat avec Niort qui s'est incliné pour la première fois de la saison à René Gaillard. Défaite 2-1 face au FC Rouen. Les Chamois qui terminent l'année 2023 à la 2e place. 8 points de retard désormais pour les Chamois niortais
face au leader intouchable et incontesté, le Red Star de Saint-Ouen. En National 2, on jouait la 12e journée avec la poule B qui comporte les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Voici les résultats avec la belle victoire d'Angoulême-Charente 2-1 sur le terrain de La Roche-Vendée. Match reporté entre Bergerac et Libourne. 2 buts partout entre Saint-Privé-Saint-Hilaire et Trélissac concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine au classement. Le FC Libourne ne terminera pas l'année 2023 sur son fauteuil de leader puisque Vendée-les-Herbiers compte un point d'avance en tête du championnat sur Libourne. On retrouve Angoulême-Charente à la 6e place avec 17 points. Le club de Bergerac-Périgord est 11e avec 13 points. Trélissac 12e avec 12 points. La lanterne rouge se nomme toujours le SCO Angers. L'équipe réserve 14e avec 3 points. En National 3, on jouait là aussi la 12e journée. On débute avec les résultats de la poule B avec tout simplement la défaite 1-0 de l'US Lège Cap-Ferré sur le terrain de l'US Colomiers, le nul 0-0 entre Saint-Paul Sport et la réserve du Pau FC, la belle victoire des Genêts d'Anglette du côté du Stade Bordelais, ça va très bien pour les Genêts d'Anglette, on va y revenir dans un instant, victoire 2-1 et puis un but partout entre la réserve des Girondins de Bordeaux et Albert Argelès. Je vous le disais, la forme olympique des Genêts d'Anglette qui termine l'année 2023 en tête du classement avec 26 points devant Castanet et Blagnac, le Stade Bordelais termine 2023 à la 6e place, la réserve du Pau FC 8e avec 12 points, l'Aviron Bayonnais 10e avec 11 points, 11e les Girondins de Bordeaux avec 9 points devant Lège Cap-Ferré 12e, Saint-Paul Sport 13e avec 7 points. Dans la poule C, maintenant les derniers matchs de l'année avec la victoire de West Tourangeau du côté de Vierzon 3-1 concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Belle victoire à l'extérieur du Stade Poitvin sur le terrain de la réserve de la Berrichonne de Châteauroux. Belle victoire également pour le SO Châtellerault du côté de Chambray 3-0. Et puis lourde défaite pour Panazol, l'AS Panazol qui s'incline 5-1 du côté de Moulot. Premier du classement Montlouis, toujours 8 points d'avance sur le Stade Poitvin qui réalise un beau parcours à la 2e place. On retrouve ensuite Châtellerault à la 9e place, 14 points, 10e Panazol, 13 points. Et puis en bas de tableau, c'est l'équipe de Bourges qui termine la marche avec 14e place pour Bourges, 6 points seulement au compteur. Dans la poule D, toujours en National 3, à noter la victoire de l'US Saint-Philbert 2-0 face au Sable concernant la Nouvelle-Aquitaine. Victoire de la réserve des Chamois Niortais du côté de Château-Gontier 1-0. Et puis il y avait le match entre Choré et Sablé. Malheureusement, défaite à domicile 3-2 du FC Choré. Au classement, Choré est 8e avec 14 points. La réserve des Chamois Niortais est 10e avec 11 points. On descend un étage plus bas avec des matchs en retard en Régional 1 et tout d'abord la poule A avec le match qui a été reporté entre Neuville et Saint-Jean-d'Angély. 3-1 pour l'ES Guérétoise face à Rochefort, 3-1 également pour Bruxerolles sur le terrain de l'ES La Rochelle et puis un but partout entre l'Étoile Maritime et la réserve du Stade Poitvin. Au classement 2023 se termine de la meilleure des manières pour le FC Bressuire qui est premier, l'ES La Rochelle et Lanterne Rouge. Dans la poule B, maintenant, là aussi, il y avait des matchs en retard à jouer, à rattraper. Match reporté entre Fétia et Saint-Médard-en-Jalles. Victoire 1-0 pour Mérignac-Arlac face à la réserve d'Angoulême-Charente. Et puis défaite de l'US Lormont sur le terrain de Nontron-Saint-Pardoux 2-0. Au classement, Porte entre deux mers termine 2023 en tête devant Mérignac-Arlac. Et puis en bas de classement, on retrouve Saint-Médard-en-Jalles 10e, Nontron-Saint-Pardoux 11e et l'US Lormont 12e. Enfin, la poule C avec là aussi les matchs en retard. Il y a eu la victoire du FC Biganos 2-0 face à l'Asmur. La victoire 5-0 du Bassin d'Arcachon face à l'Arine Lusien. La victoire 3-2 de la Jeunesse Villenavaise face au SA Mérignac. Et puis victoire 2-1 de Labrède face au Stade Montois au classement. Un duel entre les équipes d'Arcachon. 1 Biganos FC 20 points, 2 Bassin d'Arcachon 18 points, 3e les Croisés de Bayonne dont on a parlé tout à l'heure avec 17 points. C'est le FC Labrède, le club formateur de Jules Koundé qui termine ce classement avec la 12e place et seulement 4 petits points au compteur. Je vous le disais, le FC Biganos termine l'année 2023 en tête de cette poule C de Régional 1 grâce à un gros travail, grâce à une ambiance festive au sein du club, un club très familial. On va en parler tout de suite
de ce club qui méritait un coup de projecteur, le FC Biganos, avec son directeur sportif Vincent Epelva, l'homme à tout faire du côté de Biganos, qui nous fait le plaisir de nous répondre ce soir dans LFNA TV. Bonsoir Vincent. Bonsoir Benjamin. Vincent, avant de parler de la saison qui est très bonne du côté de l'équipe Fagnon, on va présenter un petit peu le club. Alors on voit derrière un maillot, on comprend que le FC Biganos joue en vert et noir. Est-ce qu'on peut un peu rappeler l'histoire et puis situer le club? Vous êtes, pour ceux qui ne connaissent pas la commune de Biganos, vous êtes dans un cadre idyllique. Oui, on est situé, Biganos, on est situé entre Arcachon et Bordeaux. On est à 25 minutes d'Arcachon. Alors quand je dis 25 minutes d'Arcachon, l'été on est plutôt à 40 minutes avec les embouteillages. Et on est à 30 minutes de Bordeaux, donc on est idéalement situé entre le bassin nord et le bassin sud. Voilà, c'est une ville de plus de 10 000 habitants avec une énorme zone commerciale. Moi je compare Biganos, je dis que c'est un petit Mérignac. C'est-à-dire que si ceux qui viennent sur Biga à l'heure d'aujourd'hui, ça a évolué, c'est quelque chose d'impressionnant. Voilà, on a un club de football donc qui est situé à Biganos, qui existe. Alors je ne saurais pas vous dire la date de la création, mais qui existe depuis un grand moment. Je crois que le plus haut niveau qui a été joué ici, c'est si je dis pas de bêtises, mais c'est vieux, en division 3, mais à l'époque très très vieux. Voilà, on a souvent évolué en ligue. Et depuis quelques années, voilà, on avait un projet ambitieux de monter en Régional 1 avec l'équipe 1, chose qui est faite. On est à peu près 350 licenciés, on doit avoir une soixantaine de 60-70 seniors. Et on a une belle école de foot. Voilà, des dirigeants géniaux et un club familial. Un club familial qui a réussi très bien, malgré un contexte particulier, parce qu'il y a un bassin. Le bassin d'Arcachon est un bassin, une terre de foot, hein. Clairement, il y a le FC Bassin d'Arcachon qui d'ailleurs est dans votre poule, on en reparlera tout à l'heure. Pas très loin, il y a plein de petits clubs satellites qui marchent très bien. Il y a une formation qui a toujours été réputée très intéressante dans le coin. Comment on explique ça, Vincent, cette terre de foot qu'est le bassin d'Arcachon et les alentours? Mais on est déjà drainé par les deux clubs moteurs qui sont le FC BA et l'Èche Cap Ferré. Voilà, qui sont depuis des années au plus haut niveau. Peut-être un peu plus Arcachon, mais l'Èche, depuis que le président Martin est arrivé, voilà, joue au plus haut niveau régional, même national. Ils seront en National 3. Donc voilà, déjà ces deux clubs drainent le bassin vers le haut. Et après, je sais pas, on doit bien travailler. Il fait bon vivre chez nous parce qu'on voit que nous, on est premier en Régional 1. On voit que Andernos et Audange est premier en Régional 2, avec Andernos qui est troisième avec 2 matchs en moins. Donc on voit Lanton, pareil, en R3, qui joue les hauts de tableau. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe sur le bassin. On travaille peut-être tout simplement mieux que les autres, je sais pas, mais les résultats en tout cas sont là. Ouais. Et le district de la Gironde, quoi qu'il arrive, est un district où il y a beaucoup de qualité en termes de footballeurs, donc forcément ça amène aussi des résultats. On peut un petit peu expliquer, Vincent, votre rôle de directeur sportif. Évidemment, quand on pense à directeur sportif, on pense au monde professionnel. En quoi ça consiste dans le monde amateur? Alors, tout d'abord, donc directeur sportif, voilà, c'est l'étiquette. Comme je me tue à le dire, je suis bénévole. Je donne de mon temps au club, et beaucoup. Mais ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à faire le lien entre les 3 coachs seniors et le président, à faire les liens entre les 3 coachs eux-mêmes, et surtout à gérer le recrutement. Voilà, avec mon frère Clément qui s'investit énormément, qui est plus dans l'ombre que moi, mais qui fait un travail de dingue. Donc c'est une histoire familiale, et si on va même plus loin, on a le 3e frère qui était en équipe première l'année dernière, qui a arrêté, qui gère l'école de foot, il est dans une catégorie U7, U8, 8, U9, pardon, si je dis pas de bêtises. Donc on est vraiment tous les 3 impliqués. Et voilà, ça consiste à s'appeler, à faire les coachs tous les week-ends, faire un petit débrief de ce qui s'y passe, essayer d'aller voir le maximum de matchs, et d'essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début de saison avec le président et le bureau. Voilà. Le film Les 3 frères, mais adapté du côté de Biganos avec les frères Epelva. Généralement, les directeurs sportifs sont
d'anciens joueurs de foot, Vincent, sans évidemment faire un focus sur votre personne, mais je suppose que vous aussi, vous avez écumé les terrains du coin. Ah, ben, depuis l'âge de 6 ans. Voilà, depuis l'âge de 6 ans, j'étais formé au Land Girondine, à Marche Prime Sport à l'époque. Jusqu'à je suis passé un petit peu par le BARP en jeune, mais léger. Après, je suis revenu à Marche Prime et à mes 18 ans, 19 ans, je suis parti au FC Biganos et j'en suis jamais parti. Voilà. Je suis là, j'ai 42 ans aujourd'hui. Jusqu'à mes 34 ans, j'ai joué au football en équipe A, en équipe B, en équipe C. Et voilà, et maintenant je suis dans le staff, fou de ce club. Parce qu'il faut être fou dans le football aujourd'hui amateur. Quand on voit le nombre de bénévoles qu'il y a, si on prend un petit peu de recul et qu'on voit le taf qu'on fait, il faut vraiment aimer son club et le football, ou le sport en général, pour faire ce qu'on fait, parce qu'il y a très peu de retours sur beaucoup d'investissements. Et vous avez raison d'en parler puisqu'on le dit régulièrement dans cette émission, mais le football en Nouvelle-Aquitaine et partout ailleurs ne serait rien sans ces bénévoles qui donnent de leur temps et de leur passion. Vous, le temps, la passion, les heures non comptées sont récompensées parce que vous êtes en tête de ce championnat de R1. Alors justement, devant le FC Bassin d'Arcachon qui certes compte un match en retard, mais quoi qu'il arrive, le match en retard sera disputé en 2024. Donc vous allez finir l'année avec un beau cadeau de Noël en tête de votre championnat. Tout à fait. À ce sujet d'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu le sourire ce week-end en lisant le site du FCBA qui a battu brillamment 5-0 l'Arin-Lusien et il mettait dessus qu'il restait invaincu et qu'il finissait premier du classement. Donc oui, petit rectificatif. À l'heure d'aujourd'hui, les premiers, c'est bien sûr Biganos, même si on a un match en moins. Les matchs en retard, faut les jouer, faut les gagner. Donc oui, on sera premier pendant ces fêtes de Noël. Donc c'est une grande satisfaction et pour être honnête, on s'y attendait pas du tout, malgré qu'on connaissait la qualité de cet effectif. Ça match, il y a tout qui roule pour nous, beaucoup de victoires dans les arrêts de jeu. Alors c'est pas un hasard, hein. C'est qu'on lâche jamais rien, on sent qu'à tout moment on peut marquer. Défensivement, c'est très très costaud. Et il y a surtout un esprit d'équipe que j'ai rarement vu. Je l'avais déjà vu à Biganos il y a une dizaine d'années, mais à ce niveau-là, trouver cette ambiance, tous les clubs par lesquels on passe, sincèrement, ils hallucinent. Il n'y a pas un déplacement où on fait pas la fête. Voilà, d'habitude, la Régionale 1, c'est cadré. Et nous, on allie les deux. C'est-à-dire la rigueur et surtout l'esprit festif, l'esprit famille. Et je pense que c'est le secret de notre réussite. Donc c'est loin d'être anecdotique cette première place. Forcément, on y prend goût aussi. Est-ce que ça change un petit peu les ambitions ou est-ce que vous restez, quoi qu'il arrive, modeste et fidèle à votre ligne directive? Ah non, ça change absolument pas nos ambitions. Nos ambitions, elles sont claires, nettes et précises. C'est de rester en régional 1 l'année prochaine. Donc ce début de championnat est parfait pour nous parce que tout ce qui est pris ne sera plus à prendre. Voilà, après il y a d'autres équipes qui boxent en haut et je pense surtout au Bassin d'Arcachon qui pour moi est programmé pour monter. Mais maintenant on va jouer jusqu'au bout et on verra ce qui s'y passe. Mais c'est nous surtout ce qu'on voit, c'est que là il nous reste 2 matchs dans la phase aller. On a pris 20 points. Si on regarde les 5 dernières années de R1 à 30 points, vous êtes dans les 6. On voit que cette année, tout le monde bat tout le monde, il y a des matchs nuls. Donc, pour l'instant, le carnet de route est plutôt bien tenu. Et je pense que si on part sur le même état d'esprit en deuxième partie de saison, on n'a pas fini, je pense, de parler de nous. Et ça promet un derby alléchant lors du match retour. On sait qu'il y a eu la défaite à l'aller, mais ça promet. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'ensemble des autres équipes aussi, Vincent, parce qu'il n'y a pas que l'équipe Fagnon du côté de Biganos, tout se passe bien pour l'ensemble. Est-ce que ça crée une émulation et ça crée une spirale positive d'avoir l'équipe Fagnon en tête? Alors, ce qui est compliqué chez nous, c'est qu'il y a un grand écart. On a l'équipe Fagnon qui est en Régional 1 et on a l'équipe 2 qui est en Division 2, district. Donc, on va pas se mentir, on se fixe bien sûr un objectif chaque année de monter cette équipe réserve. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut créer une base en D2, venir jouer en D2.
voilà, quand on a cité tout ce qui se passe autour du bassin, vous avez tous les clubs qui sont quasiment en ligue à des bons niveaux, donc c'est compliqué. Et faire redescendre des joueurs de Régional 1 jouer en Division 2, je vous en parle même pas non plus. Donc on s'est fixé cette montée de B, on est pas mal, on est dans les clous. La B, elle est 8e, mais c'est tronqué parce qu'ils ont fait que 6 matchs, donc il y a eu énormément de matchs de report. On est à 5 points de la montée. Je pense que c'est jouable. On va essayer on va faire un point avec les coachs Eric Merville pour faire un point pour essayer de voir à la trêve si on peut faire quelque chose. Mais on reste dans les clous malgré qu'il n'y a que 6 matchs de jouer. Mais bien évidemment, l'objectif est la montée de la B. Et on a une équipe C qui carbure, qui est en bas, mais c'est pareil, une bande de copains. Ils ont fini 2e l'année dernière, ils sont premiers cette année. Voilà. Et après, en école de foot, on a recruté Rémi Gadou en RTJ, qui est en train de nous restructurer toute l'école de football parce que bon, si on veut perdurer à ce niveau, il va falloir qu'en bas ça suive. Donc c'est un travail de tous les jours, c'est pas évident parce qu'on est vraiment pas beaucoup. Voilà, on s'use beaucoup, on est très peu de bénévoles, comme de toute façon dans toutes les associations de sport hein, en général, quand on discute aux alentours, c'est la même. Voilà, on essaie de faire au mieux. Voilà, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas, mais on essaie de faire au mieux. Et pour Noël, est-ce qu'il y a des choses prévues dans ce club très familial où il y a une grosse ambiance et des gens qui se voient en dehors des terrains pour finir, Vincent, là, quelles sont les festivités prévues? Est-ce qu'il y a des choses pour rassembler encore un peu plus les membres du club? Alors, mercredi, il y a l'arbre de Noël de l'école de foot, qui est organisé par Jean-Michel, un bénévole exceptionnel qui s'occupe des enfants comme si c'était les siens. Donc voilà, on fait un arbre de Noël pour l'école de foot. Après, pour les seniors, non, il n'y a pas de repas de prévu. Le groupe 1 part au ski en début d'année. Ils partent 2 jours dans les Pyrénées. Et après, au niveau de l'équipe réserve et C, il faut que je fasse un point avec Eric Merville. Je sais pas, je vous dis, ça a tellement été tronqué pour eux, c'est ultra compliqué. On a des conditions climatiques qui sont... j'ai rarement vu ça sur la commune. Ils peuvent quasiment pas s'entraîner. Tous les matchs sont reportés. Donc c'est compliqué aussi bien pour créer des liens que pour les résultats. Il faudra que je fasse un point. Et puis nous, les bénévoles, on s'est donné rendez-vous le 5 janvier pour faire un petit repas pour récompenser ce gros travail de début de saison. Voilà. Donc oui, il y aura quelques festivités sur la commune de Biganos. Et attention au planter du bâton hein, pour l'équipe Fagnon. Vincent, pas de blague, pas de blessure, on touche du bois évidemment parce que la saison est magnifique. On rappelle notre invité Vincent Epelvat, directeur sportif du FC Biganos, actuellement en tête du championnat de R1, même s'il y a un match en retard pour le FC Bassin d'Arcachon. Ça prouve le travail réalisé dans ce club et l'ambiance qui amène des résultats. Merci beaucoup Vincent, ça n'a pas été évident, on a eu des petits soucis de réseau, mais on y est arrivé, c'est l'essentiel. C'est ça, mais c'est moi qui te remercie Benjamin de nous mettre un petit peu en lumière. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, je te disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de retours quand on est bénévole, mais ce genre de retour, c'est ce qui nous suffit en fait, qu'on parle de notre club en bien. C'est tout ce qui suffit à notre bonheur. Et vous embrassez évidemment et vous félicitez tous les membres du club, puisque au FC Biganos, on l'a dit, c'est une famille. On a un petit coucou à faire pour Véronique, qui fait partie des bénévoles et qui nous a mis en relation, qui hier soir a répondu tard pour faciliter cette interview. Donc on embrasse Véronique et tous ceux qui travaillent bénévolement au sein du FC Biganos. Exactement, un bisou à tous nos bénévoles, ils se reconnaîtront, et Véro, voilà, éternel Véro aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci Vincent, bon courage dans cette journée parce que Vincent il est agent immobilier donc il faut qu'il aille chasser les points le week-end et le client la semaine. Merci beaucoup Vincent. C'est ça. De rien, merci à toi Benjamin, bonne journée et bonne fête. Cette émission numéro 121 d'LFNA TV est désormais terminée. Un grand merci de l'avoir suivi, un grand merci également à l'édition, à mon trio magique avec Flavien Ziolkowski, Théo Rodriguez et Rémi Penet. Merci de votre fidélité. Vous commentez, vous partagez cette émission comme d'habitude. Je tenais à remercier également tous les clubs qui nous ont accueillis pendant toute cette année 2023 et les clubs qui ce soir nous ont facilité la tâche avec les Croisés de Bayonne, avec le club du FC Biganos, les clubs qui nous ont accueillis également, le FC Nord 17 qui a parfaitement organisé les finales de futsal du côté de Maran
ce week-end. Bref, un grand merci à tous. On se retrouve lundi prochain. Le jour de Noël, il y aura une émission. Ce sera une émission spéciale avec les meilleures images de l'année 2023 préparées par Flavien Zolkowski et Théo Rodriguez. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez, de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite dans cette émission d'LFNA TV. N'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.